Salut, c'est Cassius Tongoli. Oui, on continue L'éternel mari de Dostoevsky, chapitre 7. Le mari et l'amant s'embrassent. Il était tellement pressé de savoir. Tout à l'heure, ça m'a sidéré. Tout à l'heure, il n'y avait pas le temps de réaliser, se disait-il, se souvenant de sa première rencontre avec Lisa. Mais bon, maintenant, il faut savoir. Pour savoir plus vite, dans son impatience, il voulut, euh, il voulut donner l'ordre de se faire conduire directement chez Troussowski, mais il se ravisa aussitôt. Non, mieux vaut qu'il vienne lui-même, et moi pendant ce temps, j'en finirai vite avec ces maudites affaires. Les affaires, il s'y plongea fiévreusement, mais cette fois, il sentit lui-même qu'il était très discret, que ce jour-là, il n'était pas en état de s'occuper de ses affaires. À 5 heures, alors qu'il partait déjà déjeuner, brusquement pour la première fois, il lui vint une idée comique. Brusquement pour la première fois, il lui vint une idée comique. Que réellement, peut-être, si ça se trouvait, il ne faisait que gêner ses affaires en se mêlant lui-même de la procédure, en s'agitant et en battant la semelle dans les couloirs des tribunaux et à poursuivre son avocat, lequel à son tour commençait à le fuir. Il éclata d'un rire joyeux à cette supposition. Si cette idée m'était venue hier, j'aurais été d'un triste, se dit-il, encore plus gai. En dépit de sa gaieté, il devenait de plus en plus distrait et impatient. Il devint finalement pensif. Et même si sa pensée inquiète s'accrochait à toutes sortes de choses, au fond, ça ne donnait rien du tout de ce qu'il lui fallait. C'est lui qu'il me faut, cet homme, conclut-il enfin. Il faut que je le comprenne, et puis ensuite, je résoudrai. Là, c'est un duel. Rentré chez lui à 7 heures, il n'y trouva pas Pavel Pavlovitch. Il en fut extrêmement surpris, puis furieux, puis même mélancolique. À la fin, il en vint à avoir peur. Dieu sait, Dieu sait comment ça va finir, répétait-il, tantôt en arpentant la chambre, tantôt en s'étendant sur le divan, toujours en regardant la montre. Enfin, à près de 9 heures, Pavel Pavlovitch fit son apparition. Si cet homme voulait ruser, jamais il ne pourrait me piéger mieux que maintenant, tellement je suis abattu en ce moment, se dit-il, après avoir brusquement repris du poil de la bête, et s'est empli d'une gaieté terrible. À sa question alerte et gaie, pourquoi il avait mis tant de temps à venir, Pavel Pavlovitch répondit par un sourire torve, s'assit d'un air dégagé, rien à voir avec celui de la veille, et rejeta son chapeau orné d'un crêpe sur une chaise avec une sorte d'insouciance. Velchaninov remarqua tout de suite cet air délié et le prit en considération. Tranquillement, sans discours inutile, sans l'agitation qu'il venait de ressentir, il lui raconta, sous forme de rapport, comment il avait accompagné Lisa
le bon accueil qu'elle avait reçu, le bien que ça le lui ferait, et peu à peu, comme si il avait même complètement oublié Lisa, il amena la conversation sur le seul sujet des Pogogzelf, c'est-à-dire quels bras gens ils étaient, comme il les connaissait depuis longtemps, quel homme brave et même influent était Pogo Grzelcev. Enfin, ce genre de choses, Pavel Pavlovitch écoutait d'un air distrait. Et de loin en loin, par en dessous, il regardait l'orateur avec une sorte de raillerie dédaigneuse et futée. Vous êtes tout feu tout flamme, vous, marmonna-t-il, avec une sorte de sourire particulièrement laid. Et vous, n'empêche, je ne sais pas, aujourd'hui, on sent de la rage en vous, remarqua avec dépit Velchadinov. Et pourquoi je n'en aurais pas, n'est-ce pas, de la rage, comme tout un chacun, lança brusquement Pavel Pavlovitch, comme s'il bondissait du fond d'un coin. C'était même comme si il n'attendait que cela de bondir. C'est comme vous voulez, ricana Velchaninov. Je me suis demandé s'il ne vous était pas arrivé quelque chose. Et si, n'est-ce pas s'exclama l'autre, comme s'il se vantait que quelque chose fût arrivé. Quoi donc? Pavel Pavlovitch marqua une petite pause avant de répondre. Notre Stepan Mikhailovitch, toujours, n'est-ce pas, qui fait des siennes. Bagayoutov, le plus élégant des jeunes Pétersbourgeois, un jeune homme du grand monde, n'est-ce pas? Il a encore refusé de vous recevoir, c'est ça? Non, justement, cette fois, il m'a reçu. La première fois, n'est-ce pas, qu'il autorise. Et j'ai pu contempler ses traits. Sauf qu'il est mort. Quoi? Bagoutov est mort, s'écria Velchaninov, saisi d'une stupeur terrible, même si, semblait-il, il n'y avait pas là tellement de quoi s'étonner. Et oui, cet ami sans défaillance, cet ami de 6 ans. Hier encore, presque à midi, il est passé. Et moi, je n'en savais rien. Et moi, peut-être, à cette minute précise, je venais le voir, demander des nouvelles de sa santé. Lever du corps demain et enterrement. Il est déjà, n'est-ce pas, dans son cercueil. Le cercueil est tapissé de velours amarante, avec galons dorés. D'une fièvre nerveuse, n'est-ce pas, qu'il est mort. J'ai contemplé ses traits. J'ai déclaré à l'entrée que j'étais un ami véritable. Pour ça que j'ai eu le droit. Quel tour il m'a joué maintenant? Je vous le demande. Cet ami sincère, n'est-ce pas? Cet ami de 6 ans. Rien que pour lui tout seul, si ça se trouve, que j'y étais venu à Pétersbourg. Mais pourquoi lui en voulez-vous? Fit Velchaninov en éclatant de rire. Il n'a quand même pas fait exprès de mourir. Mais c'est en le plaignant que je le dis. Un ami, n'est-ce pas, précieux, parce que voilà ce qu'il représentait, n'est-ce pas, pour moi. Mais c'est en le plaignant que je le dis. Un ami, n'est-ce pas, précieux, parce que voilà ce qu'il représentait, n'est-ce pas, pour moi. Et brusquement, d'une façon tout à fait soudaine, Pavel Pavlovitch forma
des cornes avec deux doigts au-dessus de son front chauve et doucement, longuement, il émit un petit rire. Il demeura ainsi, avec ses cornes, avec son petit rire, pendant bien 30 secondes, fixant Velchaninov droit dans les yeux, plein comme une sorte d'ivresse de la plus sarcastique des insolences. Velchaninov en resta stupéfait, comme si il voyait une sorte de spectre. Mais cette stupeur ne dura que l'instant le plus fugace. Un sourire moqueur et calme, jusqu'à l'insolence, apparut lentement sur ses lèvres. Qu'est-ce que cela signifiait donc demanda-t-il avec insouciance, en étirant les mots. Cela signifiait, n'est-ce pas, les cornes qu'où Pavel Pavlovitch, après avoir enfin ôté les doigts sur son front. C'est-à-dire vos cornes à vous, les miennes en propre, dignement acquises, reprit Pavel Pavlovitch avec une grimace des plus repoussantes. Il y eut un silence. Vous êtes courageux, vous, n'empêche, prononça Velchaninov. Parce que je vous ai fait les cornes. Vous savez quoi, Alexei Ivanovitch, vous pourriez me servir quelque chose. Vous, pendant toute une année, n'est-ce pas? Je vous en servais toujours, chaque jour, que Dieu faisait. Commandez une bouteille, j'ai la gorge sèche. Avec plaisir. Vous auriez pu le dire depuis longtemps. Qu'est-ce que je vous sers? Pourquoi vous? Dites-nous. Parce qu'on va boire ensemble quand même, non? Poursuivait Pavel Pavlovitch avec défi, et en même temps, en le fixant dans les yeux, non sans une sorte d'inquiétude. Du champagne. Et quoi, je n'en suis quand même pas encore à la vodka, n'est-ce pas? Velchaninov se leva lentement, sonna Mavra en bas et donna ses ordres. Pour la joie d'une rencontre riante, n'est-ce pas? Après une séparation de 9 ans, continuait Pavel Pavlovitch avec ses petits rires inutiles et maladroits. Maintenant c'est vous, et cette fois c'est vous tout seul qui restez mon ami véritable, n'est-ce pas? Fini Stepan Mikhaïlovitch Gaoutov. C'est comme chez le poète. Disparu le grand Patrocle, mais le vil Tercite vit. Et au mot de Tercite, il se cogna du doigt la poitrine. Mais explique-toi plus vite, canaille. Je déteste les allusions, se disait Velchaninov. La rage bouillonnait en lui. Depuis longtemps déjà, il se contenait à peine. Dites-moi ça plutôt, commença-t-il avec dépit. Si vous accusez si directement Stepan Mikhaïlovitch, à présent il ne l'appelait plus simplement Bagayoutov, vous devriez être content. Pourrait-on croire que votre offenseur soit mort? Alors, d'où vient votre rage? D'où vous vient cette rage? Pourquoi je devrais être content? Pourquoi content? J'en juge à ce que vous ressentez. Et à ce compte-là, vous vous trompez, n'est-ce pas? Sur ce que je ressens,
Selon la formule d'un certain sage, un ennemi mort, c'est bien, mais beaucoup mieux un ennemi vivant. Non, pardon, Vous l'avez vu vivant, je parie, chaque jour pendant 5 ans. Vous avez eu le temps de le regarder, remarqua Velchaninov avec rage et insolence. Mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que je savais à ce moment-là, n'est-ce pas? Bondit brusquement Pavel Pavlovitch, là encore, comme s'il jaillissait du fond d'un recoin, avec même presque une sorte de joie à voir qu'on lui avait enfin posé la question qu'il attendait. Mais pour qui vous me prenez, Alexei Ivanovitch, alors? Et une sorte d'expression totalement nouvelle, soudaine, passa brusquement dans son regard. Une expression qui avait transformé de tout au tout cet air de rage qui jusqu'alors lui déformait le visage d'une manière si ignoble. Parce que vraiment vous ne savez rien, prononça Velchaninov, éberlué, avec une surprise des plus soudaines. Parce que je savais, n'est-ce pas? Parce que je savais. Oh, cette race de nos Jupiters. Chez vous, un homme, c'est la même chose qu'un chien. Vous jugez tout le monde d'après votre propre nature à vous. Voilà, n'est-ce pas? Avalez ça. Et avec furie, il donna un coup de poing sur la table, mais s'effraya lui-même à la seconde. Du coup, qu'il venait de donner, et lança un regard apeuré. Velchaninov reprit un air digne. Écoutez, Pavel Pavlovitch, moi, ça m'est complètement indifférent, considérez-le, que vous l'ayez su, que vous ne l'ayez pas su. Si vous ne le saviez pas, en tout état de cause, ça vous fait même honneur. Quoique, du reste, je ne comprends même pas pourquoi vous m'avez choisi comme confident. Ce n'est pas pour vous, ne vous fâchez pas. Ce n'est pas pour vous, marmonnait Pavel Pavlovitch, les yeux fixés au sol. Mavra apporta le champagne. Le voilà, s'écria Pavel Pavlovitch, visiblement ravi de cette issue. Des verres, ma belle, des verres. Magnifique. On vous demandera rien d'autre, très cher. Et déjà débouché? Honneur et gloire à vous, chère créature. Allez, vous pouvez repartir. Et à nouveau ragaillardi, il lança un nouveau regard de défi à Velchaninov. Mais avouez, reprit-il brusquement, avec son petit rire, vous tout ça, ça vous intéresse drôlement, n'est-ce pas? Et ça ne vous laisse pas du tout complètement indifférent, comme vous venez de le dire, au point même que ça vous ferait de la peine si je me levais, n'est-ce pas, et que je partais séance tenante, sans rien vous expliquer. Ah, ça, pas du tout. Ou le menteur, disait le sourire de Pavel Pavlovitch. Bon, n'est-ce pas, allons-y. Il remplit les verres. Portons un toast, proclama-t-il, levant son verre à la santé de notre ami défunt, Stepan Mikhailovitch. Il leva son verre et le vida. Je ne porterai pas un toast pareil, dit Velchaninov en reposant son verre.
Pourquoi ça? Il est plaisant ce toast-là. Voilà. Quand vous êtes entré maintenant, est-ce que vous étiez sous? J'ai un peu bu. Pourquoi? Rien de particulier. Mais il m'a semblé que hier, et surtout ce matin, vous regrettiez sincèrement la défunte Natalia Vassilievna. Et qui vous dit qu'aujourd'hui encore, je ne la regrettais pas sincèrement, dit tout de suite une nouvelle fois Pavel Pavlovitch, bondissant, comme si une nouvelle fois on appuyait sur un de ses ressorts. Je ne dis pas ça, mais accordez-le-moi, vous pouviez vous tromper sur Stepan Mikhailovitch. Et ça, c'est une chose grave. Pavel Pavlovitch eut un sourire malin et il cligna de l'œil. Vous avez drôlement envie d'apprendre, n'empêche. Comment moi-même je l'ai appris pour Stepan Mikhailovitch. Vous avez drôlement envie d'apprendre, n'empêche. Comment moi-même je l'ai appris pour Stepan Mikhailovitch. Velchaninov rougit. Je vous répète encore que c'est indifférent. Ou bien je le jette dehors maintenant. Lui avec sa bouteille, se demanda-t-il, furieux. Et il rougit encore plus. Tant pis, n'est-ce pas, prononça Pavel Pavlovitch, comme pour le ragaillardir. Et il remplit encore son verre. Je vais vous expliquer comment j'ai appris tout, n'est-ce pas? Et je vais donc satisfaire vos désirs enflammés. Parce que vous êtes un homme enflammé, Alexei Ivanovitch. C'est terrible, n'est-ce pas, que vous êtes ce que vous êtes enflammé. Et donnez-moi juste une petite cigarette. Parce que depuis le mois de mars, je... Tenez votre cigarette. Je suis tombé dans la débauche depuis le mois de mars, Alexei Ivanovitch. Et voilà comment c'est arrivé tout ça, n'est-ce pas? Écoutez ça pour voir. La phtisie, vous le savez bien, mon cher ami, reprit-il, de plus en plus familier. C'est une maladie curieuse, n'est-ce pas? Le phthisique, il est en train de mourir très souvent. Il ne soupçonne presque pas, n'est-ce pas, qu'il va mourir le lendemain. Je vous dis, 5 heures avant encore, Natalia Vassilievna, elle s'apprêtait, dans les 2 semaines, à se rendre chez sa tantine, à 40 verstes. En plus, sans doute, vous connaissez cette habitude, ou pour mieux dire, cette manie commune à de nombreuses dames, et peut-être à des messieurs, de garder chez soi les vieux restes sur le plan, n'est-ce pas, de la correspondance amoureuse. Le plus sûr, ça serait le poète, non. Non, pardon, le plus sûr, ce serait le poil, non. Je suis tombé dans la débauche depuis le mois de mars, Alexei Ivanovitch, et voilà comment c'est arrivé tout ça, n'est-ce pas? Écoutez ça pour voir. La phtisie, vous le savez bien, mon cher ami, reprit-il de plus en plus familier, c'est une maladie curieuse. Et n'est-ce pas, le phthisique, il est en train de mourir très souvent. Il ne soupçonne presque pas, n'est-ce pas, qu'il va le mourir le lendemain. Je vous dis 5 heures avant encore. Natalia Vassilievna, elle s'apprêtait dans les 2 semaines à se rendre chez sa tantine,
à 40 verstes, n'est-ce pas? En plus, sans doute, vous connaissez cette habitude, ou pour mieux dire cette manie commune à de nombreuses dames et peut-être à des messieurs, de garder chez soi les vieux restes sur le plan, n'est-ce pas, de la correspondance amoureuse. Le plus sûr, ça serait le poil, non? Et non, le... ce serait le poète. Ce serait le poil, non? Et non, le moindre brouillon de papier, elle le conserve dans des petites boîtes, des nécessaires soigneusement. Avec des numéros même, par année, par date, par catégorie. Une grande consolation ou quoi? Je ne sais pas, n'est-ce pas? Oui, sans doute, pour des souvenirs plaisants. S'apprêtant donc, 5 heures avant le décès, à partir faire la fête chez sa tantine, Natalia Vassalievna, naturellement, elle n'avait même pas l'idée de la mort. Et jusqu'à sa toute dernière heure, et elle attendait toujours Coq. Et c'est donc arrivé, n'est-ce pas, que Natalia Vassalievna est morte. Et que la petite boîte en bois d'ébène, à incrustation de perles et d'argent, n'est-ce pas, elle est restée dans son bureau. Jolie comme ça, la petite boîte, avec une clé, n'est-ce pas? Une petite boîte de famille. Ça lui venait de sa grand-mère. Bon, c'est dans cette petite boîte que tout s'est découvert. C'est-à-dire tout, n'est-ce pas, sans la moindre exception, avec les dates et les années, depuis 20 ans. Et comme Stepan Mikhailovitch avait un vrai penchant à la littérature, il a même envoyé une nouvelle passionnée dans une revue, ses œuvres, dans la petite boîte. On en a bien trouvé une centaine d'exemplaires. C'est vrai, bon, sur 5 ans. Et sur certains exemplaires, des notes autographes de Natalia Vassalievna. C'est agréable pour l'époux. Qu'est-ce que vous en pensez? Velchaninov réfléchit très vite et se souvint qu'il n'avait jamais écrit pas la moindre lettre, pas le moindre billet à Natalia Vassilievna. Et si certes il lui avait écrit 2 lettres de Pétersbourg, ces lettres étaient adressées aux 2 époux, comme cela avait été convenu. Quant à la dernière lettre de Natalia Vassalievna, lettre dans laquelle son congé lui était signifié, il n'y avait pas répondu. Son récit achevé, Pavel Pavlovitch resta muet une bonne minute, avec un sourire insolent et indiscret. Pourquoi vous n'avez pas répondu à ma petite question, n'est-ce pas? Murmura-t-il enfin, avec une douleur évidente. Quelle petite question? Mais sur l'agrément, n'est-ce pas, de l'époux qui ouvre la petite boîte. Mais en quoi ça me concerne? Fit avec un geste bilieux Velchaninov qui se leva et se mit à marcher à travers la pièce. Ma main au feu, que vous vous dites en ce moment, tu es un drôle de cochon d'avoir montré tes cornes toi-même, et une fine bouche vous êtes, vous, n'est-ce pas? Je ne me dis rien du tout. Au contraire, vous êtes trop énervé par la mort de votre offenseur. Et en plus, vous avez bu beaucoup de vin. Je ne vois rien d'extraordinaire à tout ça. Je comprends trop pourquoi vous aviez besoin d'un Bagaoutov vivant. Et je suis prêt à respecter votre dépit. Mais
Et pourquoi j'avais besoin de Bagaoutov, d'après vous? Ça vous regarde? Main au feu, que vous pensiez, n'est-ce pas, au duel? Nom d'un chien, répliqua Velchaninov, qui se maîtrisait de moins en moins. Je pensais que, comme tout homme honnête, dans ce genre de cas, qui ne s'abaisse pas jusqu'au bavardage comique, aux grimaces stupides, aux plaintes ridicules et aux allusions ignobles qu'il souille encore plus que lui-même, mais qui agit au grand jour, directement, ouvertement, comme un homme honnête. Nom d'un chien, répliqua Velchaninov, qui se maîtrisait de moins en moins. Je pensais comme tout homme honnête, dans ce genre de cas, qui ne s'abaisse pas jusqu'au bavardage comique, aux grimaces stupides, aux plaintes ridicules et aux allusions ignobles qu'il souille encore plus lui-même, mais qui agit au grand jour, directement, ouvertement, comme un homme honnête. Eh, mais peut-être alors, je ne suis, n'est-ce pas, même pas un homme honnête? Ça encore, ça vous regarde. Mais du reste, pourquoi diable aviez-vous besoin de Bagaoutov vivant? Ne serait-ce que pour regarder un bon ami, n'est-ce pas? On aurait pris une bouteille tous les deux. On aurait trinqué. Il n'aurait jamais bu avec vous. Pourquoi noblesse oblige? Vous tenez, vous buvez bien avec moi. En quoi est-ce qu'il est mieux que vous? Je n'ai pas bu avec vous. Pourquoi êtes-vous si fier brusquement, n'est-ce pas? Velchaninov éclata brusquement d'un rire nerveux et agacé. Ah zut, nom de nom, mais vous êtes vraiment un type rapace. Je ne sais pas. Je pensais que vous n'étiez qu'un éternel mari. Un point, c'est tout. Comme ça, un éternel mari? Qu'est-ce que c'est que ça? Fit Pavel Pavlovitch, tendant brusquement l'oreille. Comme ça, un type de mari. Trop long à raconter. Vous feriez mieux de fiche le camp, c'est l'heure d'ailleurs. Vous m'ennuyez à la fin. Mais qu'est-ce qui est rapace? Vous avez dit rapace. J'ai dit que vous étiez un type rapace. Je vous ai dit ça ironiquement. Qu'est-ce que c'est, un type rapace, n'est-ce pas? Racontez, s'il vous plaît. Alexei Ivanovitch, pour l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Au nom du Christ. Mais ça suffit, s'écria à nouveau Velchaninov, retombant brusquement dans une colère terrible. C'est l'heure, fichez-moi le camp. Non, ça ne suffit pas, fit Pavel Pavlovitch, bondissant à son tour. Et même si je vous ennuie, même si là, ça ne suffit pas, parce que avant, nous devons boire tous les deux, trinquer ensemble. Buvons et là, n'est-ce pas, je partirai. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas. Pavel Pavlovitch, vous pouvez ficher le camp au diable pour aujourd'hui, oui ou non? Je peux ficher le camp au diable, n'est-ce pas? Mais d'abord, on trinque. Vous avez dit que vous ne vouliez pas boire justement avec moi. Ben, et moi, ce que je veux justement, c'est que vous buviez avec moi. Il ne faisait plus de grimaces. Il ne lançait plus son petit rire. Toute une nouvelle fois, c'était brusquement comme transformé en lui,
et était devenu tellement contraire à toute l'allure et à tout le ton du Pavel Pavlovitch qu'il venait d'être, que Velchaninov en resta résolument saisi. Non, buvons, Alexei Ivanovitch. Non, ne refusez pas, poursuivait Pavel Pavlovitch, lui saisissant le bras très fort et le regardant d'une façon très étrange, droit dans les yeux. Il ne s'agissait plus, de toute évidence, seulement de boire un verre. Bon, d'accord, marmonna l'autre. Mais quoi c'est de la lie. Il en reste 2 verres. Oui, c'est la lie qui reste. Mais nous, on boit et on trinque. Voilà. N'est-ce pas? Prenez votre verre, je vous en prie. Ils trinquèrent et ils burent. Bon, si c'est comme ça, Pavel Pavlovitch se plaqua brusquement la main sur le front et resta dans cette position pendant quelques instants. Velchaninov eut comme l'impression qu'il allait prononcer là, maintenant, tout de suite, sa toute dernière parole. Mais Pavel Pavlovitch ne lui dit rien du tout. Il se contenta de le regarder et doucement, jusqu'aux oreilles, il lui refit son sourire futé et entendu. Qu'est-ce que vous voulez de moi, espèce d'ivrogne? Vous vous fichez de moi? S'écria Velchaninov, frénétique, en se mettant à taper du pied. Ne criez pas, ne criez pas. Pourquoi crier? Fit Pavel Pavlovitch avec de grands gestes précipités. Je ne me fiche pas. Je ne me fiche pas. Vous savez ce que vous êtes maintenant. Voilà ce que vous êtes devenu pour moi. Et brusquement, il lui saisit la main et l'embrassa. Velchaninov n'eut pas eu le temps de réagir. Voilà maintenant, n'est-ce pas, ce que vous êtes pour moi. Et maintenant, moi, à tous les diables. Attendez une seconde, s'écria Velchaninov, reprenant ses esprits. J'ai oublié de vous dire. Pavel Pavlovitch se retourna devant la porte. Voyez-vous, balbutia Velchaninov à toute vitesse, rougissant et regardant tout à fait ailleurs. Il faudrait absolument que vous soyez demain chez les Bogontsev pour faire connaissance et remercier. Absolument. Absolument, absolument, ça se comprend bien, n'est-ce pas? Reprit Pavel Pavlovitch avec une promptitude extrême, en agitant le bras comme pour dire que ce n'était même pas la peine de le lui rappeler. En plus, il y a Lisa qui vous attend très fort. J'ai promis. Lisa, reprit Pavel Pavlovitch, et il revint brusquement sur ses pas. Lisa, vous savez ce qu'elle était, n'est-ce pas, Lisa, pour moi? Ce qu'elle était et ce qu'elle est. Ce qu'elle était et ce qu'elle est, s'écria-t-il, brusquement dans un état presque de frénésie. Mais, plus tard sur ça. Tout ça, ce sera plus tard, n'est-ce pas? Mais en ce moment, ça ne suffit pas que nous ayons bu ensemble, vous et moi, Alexei Ivanovitch. Il y a une autre satisfaction qui m'est indispensable, n'est-ce pas? Il avait posé son chapeau sur une chaise, et comme tout à l'heure, en haletant un peu, il le regardait. Embrassez-moi, Alexei Ivanovitch, proposa-t-il brusquement. Vous êtes sourd? S'écria celui-ci avec un mouvement de recul. Je suis sourd. Et vous, quand même, embrassez-moi, Alexei Ivanovitch. Oui, embrassez-moi.
Je viens bien de vous faire un baisement, moi. Alexei Ivanovitch se tut quelques instants, comme si on venait de lui donner un coup de massue sur le front. Mais brusquement, il se pencha vers Pavel Pavlovitch, lequel lui arrivait jusqu'à l'épaule, et l'embrassa sur les lèvres, qui sentaient fort le vin. Il n'était pas entièrement persuadé, du reste, qu'il l'avait embrassé. Bon, là, maintenant, s'écria à nouveau, dans une frénésie d'ivrogne, Pavel Pavlovitch, tandis que ses yeux d'ivrogne lançaient des étincelles. Maintenant, voilà, n'est-ce pas? Je m'étais demandé à ce moment-là, alors lui aussi, réellement, parce que si lui aussi, je me disais, parce que si lui aussi, alors, à qui est-ce qu'on peut faire confiance après? Et Pavel Pavlovitch fondit brusquement en sanglots. Alors vous comprenez maintenant, cet ami, que vous restez pour moi? Il se précipita hors de la chambre, en portant son chapeau. Velchaninov resta une nouvelle fois figé sur place pendant quelques minutes, comme après la première visite de Pavel Pavlovitch. Bah, un bouffon ivrogne. Et voilà tout, dit-il, avec un geste de lassitude. Oui, voilà tout, vraiment, confirma-t-il énergiquement, quand il se fut déshabillé et mis au lit.